Salut, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Ce matin, à Racaille, la 28e, avec, en régie, notre social traître préféré, j'ai dit Jean-Christophe, dit, je vous l'ai déjà dit. Dit j'en sais rien. Dit j'en sais rien, voilà. Alors, pour annoncer Jean-Christophe dit j'en sais rien, faut le faire quand même. Hein. À la gauche. Un stagiaire ce matin. Charlie. Ah oui, t'as raison de me rappeler. Un stagiaire Charlie qui va donc apprendre avec sous la houlette du maître, j'en sais rien, les manips de la régie. Et à ma droite, Valérian des Vendeurs d'Enclumes qui va passer un petit moment avec nous. Ce n'était pas au programme, mais on est bien content de le recevoir parce que on avait décidé, puisque nous avons des stagiaires, d'éviter les invités. Mais bon, il est là et c'est tant mieux. Les Vendeurs d'Enclumes qui se produisent le 7, 8, 9 et 10 septembre à 21h, mais pour le 7 c'est râpé, pour le 8 ça peut le faire. Toujours perché sur le fil de l'imaginaire et de l'impossible. Ah, comment il lit sa fiche, le mec. Ces artistes nous apportent dans un reste, j'ai oublié de mettre mes lunettes qui pendent à mon cou, avec des trans au saxo, à la guitare et à l'accordéon. Et ils se produisent où ça donc? Au Théâtre de la Reine Blanche, ce soir, demain et après-demain soir. Au 2 bis passage Ruelle dans le 18e, métro La Chapelle. Voilà, vous avez vu cette belle voix de baryton, hein, c'est autre chose que ma voix de... Bref, donc on disait que c'était la 28e d'Arracaille, on va se la faire ce matin, avec toujours dans nos thèmes favoris, l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'actualité, l'avenir de ce petit monde en péril permanent. Voilà. Jean, est-ce que tu peux prendre ton habit de Momo la science pour nous causer dans le poste des turpitudes de nos hommes politiques? Oui, avec plaisir. Le grand retour de la minute de militance de Raymond Lascience. Des articles glanés ici et là, dans notre belle presse décadente. Alors, je commence par la sécurité, parce que les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres tels que ce gouvernement l'entend. Alors, Nicolas Sarkozy a tapé du poing sur la table. Ça devient une habitude. Nous, ce qu'on aimerait, c'est en savoir un petit peu plus sur cette pauvre table que le divin Kourou du matamor de rire menace décidément très souvent. Alors, est-elle carrée, rectangulaire, ovale? Est-elle basse, haute, pliante? Est-elle escamotable comme le brave Hortefeux? Est-elle bancale comme l'impensable Lefebvre? Ou transparente comme le bon Fillon? Est-elle de marbre, de bois, de verre? Est-ce une table d'harmonie? Une table de chevet, une table d'écoute, une table de multiplication? Est-elle tournante, rase ou ronde? Et si c'est la table du Conseil des ministres, peut-on savoir au moins si c'est une table à rallonge? Ma voix portera mieux, a déclaré Philippe de Villiers du MPF, qui rejoint la majorité UMP. Ouh. Ça veut dire ça prend la cohérence tout ça. Non, c'est parce que Robert le connaît personnellement. Sa voix portera mieux, surtout quand on sait à quel point celles du Seigneur sont prétendues impénétrables. Ah bah écoutez, saignons le prieur, mes frères, qui court à la soupe. Impénétrable parce que sans sexe. Absolument. Et puis c'est la grande question de la rentrée. Faut-il donner plus de pouvoir aux parents à l'école? Alors écoutez, tant que le parent lambda sera persuadé d'avoir enfanté au moins Mozart, bizarrement peu de parents sont persuadés d'avoir enfanté Michel Legrand, c'est curieux. D'avoir enfanté, au moins Mozart ou Einstein, il vaudrait mieux éviter de lui donner un quelconque pouvoir à l'école. Il y va de la bonne santé mentale du corps enseignant, aux parents l'éducation, aux enseignants la connaissance, et les moutons seront bien gardés, si j'ose dire. Le Texas, une brève de plus, le Texas accusé d'avoir exécuté un innocent. Si c'était le premier.
Ouais, mais enfin, à chaque fois, ça fait quand même un drôle d'effet. Hein. Tout porte en effet à croire aujourd'hui que Todd Willingham, qui a été exécuté en 2004 au Texas pour avoir incendié sa maison et ainsi tué ses 3 filles, était en réalité innocent. Un spécialiste américain reconnu des scènes d'incendie a transmis en août à la commission d'éthique texane un rapport détaillé dans lequel il conclut que le feu était d'origine accidentelle. La commission devra rendre prochainement ses conclusions. L'histoire de Todd Willingham pourrait constituer une première. Jamais aucun État américain n'a officiellement reconnu avoir commis une erreur en matière d'exécution. Bon, enfin, tout ça, on s'en fout un peu. Hein. Au Texas, un bon innocent est un innocent mort. Et, pardon, une petite question. Est-ce que, par hasard, il n'était pas afro-américain? Non. Ah, bah ça c'est curieux. Alors. Todd Willingham, non. J'ai vu sa tête, par contre, je trouvais un côté un peu mexicain. Ah, bah oui, quand même. Pour s'appeler un natif, oui, mais bien bon, sûr. Il faisait un peu latino, quand même. Ouais, bon. bah voilà, ça s'explique un peu aussi. La hausse du forfait hospitalier, ça c'est tous les trucs de la rentrée. Hein. La hausse du forfait hospitalier, la taxe carbone, la loi Adopi 1, 2 ou 3. Bon. Connaissant ce que nous connaissions déjà en 2007, c'est-à-dire l'incompétence crasse de Sarkozy en matière d'économie, ces électeurs pouvaient être assimilés à des gogos. Sachant ce que nous savons aujourd'hui de l'insondable médiocrité de Sarkozy sur à peu près tous les sujets, hein, ces électeurs de 2012 pourront être assimilés à des gogols. Et puis, pour finir sur une note optimiste, l'équipe de France, on ne fait pas beaucoup de sport ici à Racaille, mais je vais quand même finir là-dessus. L'équipe de France a fait match nul avec la Roumanie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Afrique du Sud en 2010. Tu savais ça, Robert? Tu vas suivre ça de près, j'imagine, sur un score de 1 but partout. Thierry Henry avait ouvert la marque à la 48e minute, mais Julien Escudé, je crois que c'est son prénom, oui, Julien, a égalisé à la 55e en marquant contre son camp. N'empêche, ça faisait longtemps que la France n'avait pas marqué 2 buts. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci Jean. Est-ce que tu pourrais, pour mon incompétence crasse ou mon inculture récurrente, m'expliquer ce que recouvre le terme de gogol? Mongol, enfin, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. Le malaise. Le malaise. Bien. Et nous allons poursuivre donc avec notre invité surprise. Surprise. Valérian, du groupe Les Vendeurs d'Enclume. Ça, je trouve, j'adore le nom du groupe, Les Vendeurs d'Enclume. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, pas grand chose, hein, justement, c'est assez absurde et c'est ça qui me plaisait. Si on cherche le sens, il y en a un qui peut s'expliquer par une expression, une vieille expression parisienne qui dit tu finiras vendeur d'enclume à la sauvette dans le métro à Pigalle. Ouais, pas mal. Là, c'est l'expression d'un métier qui a peu d'avenir, quoi. Oui. Bien. Donc, comme on avait choisi de faire de la musique, on s'est dit que ça c'est assez cohérent. Et puis après, on s'est dit que c'était pas plus absurde de vendre des enclumes que de la musique, quoi. D'accord, ouais, donc c'est pas complètement gratuit tout ça. Non, c'est intéressant. Ah bah il y a vendeur dans le titre, hein. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Donc vous produisez à la Reine Blanche cette semaine? Ouais, ce soir, demain et après-demain soir. Ouais. Parce que moi je suis complètement béotien dans le domaine musical, comme bien d'autres d'ailleurs. Comment on prépare un spectacle? Ouf. Ah ouais, on reprend tout depuis le début alors. Non, mais pas depuis ta naissance. Comment on prépare un spectacle? Il faut d'abord écrire un répertoire. Donc en ce qui nous concerne, ça se fait en 2 étapes. Moi j'écris des chansons à la guitare. Et ensuite la deuxième étape, c'est qu'on transforme ces chansons avec tout le groupe. Donc c'est un groupe de 6 personnes qui comprend une basse, une batterie, 2 saxophones, un accordéon et une guitare électrique. Et puis alors voilà, on prend les chansons que je ramène, qui sont juste des petites chansons guitare-voix, on les triture, on les malaxe, on les démolit, on les reconstruit pour obtenir une chanson maximaliste. Parce que nous faisons de la chanson maximaliste. Alors qu'est-ce que la chanson maximaliste? Oui, c'est la question que j'avais posée. Eh bien, si on voulait résumer bêtement et méchamment, on dirait que c'est le contraire de la chanson minimaliste. Mais en même temps, se définir par des contraires, c'est pas très intéressant. Disons que c'est de la chanson française qui a
pour ambition de ne pas laisser la musique pour compte. Parce que bien souvent, à partir du moment où on parle de chansons à texte, ça veut dire que la musique n'est là que comme prétexte, qu'elle est là pour encadrer le texte, faire un support au texte, et elle s'efface complètement derrière le chanteur. Ou alors on a d'autres types de musique où là la musique est importante, mais c'est le texte qui devient anecdotique et prétexte. Et nous, comme on aime un maximum de choses, on essaye de travailler nos textes comme si c'était de la chanson à texte, en y mettant le plus de cœur et de qualité possible, et de travailler la musique comme si c'était un groupe de jazz ou de musique où il n'y a pas de paroles, c'est-à-dire que essayer vraiment de pas choisir entre la musique ou le texte, et de présenter des morceaux qui offrent les deux à part égale, quoi. Donc un maximum et en plus après là-dedans on est partisan du trop, on aime bien quand il y en a trop, donc beaucoup de mots, beaucoup de notes, beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'excès, donc voilà, d'où l'appellation maximaliste. Et puis parce qu'il faut une appellation, parce qu'on passe notre temps à nous demander mais quel genre de musique vous faites, parce qu'aujourd'hui il faut avoir un mot pour dire la musique qu'on fait, donc voilà, au lieu de dire chanson, rock, jazz, punk, afrobeat, je sais pas quoi, on dit maximaliste, ça tient d'un seul mot, c'est très pratique. Et ça pose plein de questions. Exactement. Auxquelles on répond pas. C'est ça qui est bien. Ah, c'est bien. Et autre question de Béotien, quand vous produisez pour un spectacle comme celui-là, est-ce que vous vous y retrouvez question thune? Là, ça va dépendre des auditeurs. Ah, ok. C'est-à-dire que là, sur les 4 jours, on est aux entrées. Donc on partage les entrées avec le théâtre de la Reine Blanche. Donc non, a priori, on va pas s'y retrouver, hein, évidemment. Ah bah, a priori, évidemment, c'est pas vraiment des paroles de winner. Ah non, mais je win sur d'autres tableaux, quoi. Mais après, faut être un petit peu réaliste, c'est-à-dire que donc on est nous affiliés au statut d'intermittent du spectacle. Pour pouvoir se payer sur un concert comme celui-là, pour faire un cachet officiel et déclaré, il faudrait avoir environ 200 € par musicien brut. Donc on est 6 sur scène, vous faites le calcul, à raison de 13 € l'entrée. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde tous les soirs pour qu'on puisse se payer une fois sur les 4 dates, quoi. Donc venez nombreux. Venez nombreux, on pourra nourrir nos familles et nos nombreux enfants qu'on a fait au fil de nos tournées. Et c'est méritoire, parce que la France a besoin d'enfants, c'est bien connu. Et voilà, on fait ça pour la France, hein, on fait ça. Pour payer les retraites des vieux. Tout à fait, voilà. Des vieux intermittents du spectacle, qui plus est. Non, mais après, je veux pas non plus jouer le discours misérabiliste, parce que... Non, mais tu peux, parce que c'est misérabiliste. Oui. Ah ouais. Mais il y a plein d'autres dates où on s'y retrouve mieux, et puis on sait pourquoi on fait ça. Déjà, on n'a pas choisi ce métier-là. On s'appelle vendeur d'enclume. On n'a pas prévu de monter une multinationale et de se faire des tonnes de thunes. Après, on joue là pour promouvoir notre nouvel album, qui est sorti en juin, le 22 juin, qui s'appelle Bonheur d'occasion, qui est disponible partout. Et dont on va écouter des morceaux ce matin. On pourra même écouter que ça, pourquoi pas. Super. Ouais. Très bien. Moi j'étais pour aussi, je pensais ça. Eh ben, tu peux lancer le bousin. Alors pour le coup, pour la première, je me fais plaisir parce que c'est celle que je préfère moi, personnellement. Ça ne regarde que moi. D'accord. Voilà, ça s'appelle Les Murs. Mais alors c'est marrant parce que après tout ce que je viens de dire, c'est sans doute la plus minimaliste de tout l'album. Mais disons qu'on en écoutera d'autres. Merci Jean-Christophe. Ne vous formalisez pas. Non, mais on va essayer pendant la petite heure et quelques dont on dispose de faire le max pour que les auditeurs intègrent que le 8, 9, 10 et... C'est tout, septembre, parce qu'il y avait le 7, mais c'était après, il y aura d'autres dates sur Paris, mais ça sera en octobre. D'accord. Faire tout faire pour qu'ils mémorisent, qu'ils intègrent, parce qu'ils ont des petites têtes. Que ce spectacle a besoin d'avoir un maximum de spectateurs, justement. Et puis que les spectateurs ont besoin un maximum de ce spectacle, surtout ça. Oui, ça c'est vrai. Je te laissais le soin de le préciser. C'est hors de ma compétence. Pour que vive le spectacle, Les Murs, j'ai envie de dire.
faits de murs qui vers le ciel dressent insolents leurs jolies pierres de froidure, insensibles aux danses du vent. Mon beau pays est fait de murs avec des toits pour ornement et des murs pour cacher les murs et des murs pour cacher dedans. Sur les murs il y a des fenêtres, semblant qu'on peut voir à travers. Sur les murs il y a des fenêtres et des rideaux juste derrière. Entre les murs il y a des murs, entre lesquels on n'entre pas. Entre les murs il y a des gens, entre lesquels il y a l'effroi. De mur en mur, passent les heures et mon chemin. Passe la vie de mon pays, passe la vie de mon pays. Est-il une âme fut celle d'un chien pour me savoir passer ici? Une âme fut celle d'un chien pour me savoir passer ici. Passe la vie de mon pays. Sur chaque mur gîte une porte clouée ici depuis longtemps, semblable à une chouette morte qui en vain attendrait Satan. Avec un œil de Judas pour épier s'il vient le démon, pour épier s'il vient ce fou-là qui frappe aux portes des maisons. Avec un œil de Judas pour épier s'il vient le démon, pour épier s'il vient ce fou-là qui frappe aux portes des maisons. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Non, mais je suis tellement bouleversé par ce que je viens d'entendre que je déconne un peu. Bon, je recommence. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Si je pouvais avoir la voix de baryton de Valérien, quand même. Budget de voix pas un char. Bon, alors passons. Oui, enfin, quand il est un peu plus tard dans la journée, j'ai une voix de ténor. Hein. Ténor, bon, d'accord. À Racaille, la 28e, avec ce matin comme invité surprise Valérian du groupe Les Vendeurs d'Enclume qui vont se produire à la Dame Blanche, c'est ça? La Reine Blanche, hôtel de la Reine Blanche, dans le 18e, passage Ruelle. Passage Ruelle. Tu peux rappeler les dates et les soir, heures? Demain soir et après-demain soir, soit 8, 9, 10, à 20h30. Et le prix des places? Alors, c'est cher. Merde. Ouais, mais attention, c'est mieux parce que bon, en fait la place plein tarif est à 18 €, la demi-tarif est à 13. Mais là où ils assurent, c'est qu'en fait tout le monde est demi-tarif. J'ai regardé sur devanture, c'est très drôle parce que alors les tarifs réduits c'est pour les gens de 4 à 18 ans, les chômeurs, les intermittents, les habitants du 18e et les plus de 60 ans. D'accord. Donc si on y réfléchit bien, au-delà de 18 ans, qui n'est pas chômeur ou intermittent, après, il peut se payer une place. Bon, c'est bien, ça cadre tout à fait avec l'esprit de cette émission et de notre radio favorite. Jean? Oui, je vais vous lire ce matin un extrait de Lettre à Théo, ça va tourner un petit peu autour de Van Gogh, par Vincent Van Gogh. Van Gogh, c'est 1853-1890. Pendant les 10 dernières années de sa vie, Van Gogh n'eut qu'une seule idée obsédante, maniaque, celle de la peinture, avec une lucidité sans précédent sur ses moyens et une conscience très claire de ses objectifs. Il analyse presque quotidiennement dans sa correspondance l'avancée de son travail, mais aussi les raisons de sa solitude irrémédiable. 821 lettres de Van Gogh ont été retrouvées, dont 668 à son frère Théo. Elles composent une œuvre littéraire de premier plan, un témoignage capital sur les tourments de la création. C'est ce qui nous intéresse ici à Racaille. Tout à fait.
Hier soir, je peignais un terrain boisé, un peu en talus, jonché de feuilles de hêtre rongées et desséchées. Le terrain était d'un rouge-brun plus clair par-ci et plus foncé par-là, et ces nuances étaient accentuées par les ombres portées des arbres qui y jetaient des raies tantôt floues, tantôt nettes, tantôt à moitié effacées. La difficulté, elle était très grande, consistait à saisir l'intensité du coloris, la substance et la consistance énorme du terrain, et ce n'est qu'en peignant que je me suis rendu compte du jeu de la lumière dans cette ombre. Il s'agissait donc de retenir cette lumière et de retenir également l'éclat, l'intensité de ce riche coloris. Mais j'ai dû m'échiner pour peindre cela. Le sol, bien qu'il soit très foncé, a réclamé un grand tube et demi de blanc, et de plus, du rouge, du jaune, de l'ocre brun, du noir, de la terre de sienne, du bistre, de quoi résulte un rouge brun qui va du bistre à la marante, profond, même au blafard, au blond et au roussâtre. De plus, il y a des mousses et un mince ruban d'herbe fraîche, inondé de lumière, étincelant. C'était très difficile à rendre. Je me suis dit, tandis que je peignais, je ne bougerai pas d'ici, avant d'avoir réussi à y glisser un reflet de l'automne, quelque chose de mystérieux, un peu de sincérité. En un sens, je me félicite de ne pas avoir appris à peindre. J'aurais peut-être appris à passer devant un tel effet. Maintenant, je dis non. Voilà exactement ce qu'il me faut. Si ça ne va pas, eh bien ça ne va pas. Mais je veux essayer de le peindre, bien que j'ignore comment je dois m'y prendre. Tu vois que je consacre toutes mes forces à la peinture et que je creuse le problème des couleurs. Je m'en étais abstenu jusqu'à présent et je ne le regrette pas. En ce moment, j'ai l'impression de me trouver en haute mer. Je dois consacrer à la peinture toutes les forces que nous pouvons mettre en œuvre. Si j'en viens à peindre sur des panneaux ou sur toile, les frais s'accroîtront. Tout coûte cher, les couleurs aussi coûtent cher, et ma provision est vite épuisée. Mais je sais avec certitude que j'ai le sens des couleurs, et que celui-ci se développera de plus en plus, de même que j'ai la peinture dans la peau. Je suis très très heureux de ton aide loyale et substantielle. Je pense souvent à toi, et je forme des vœux pour que mon œuvre devienne bonne, intéressante et virile, afin qu'elle te vaille le plus tôt possible un peu de satisfaction. Alors, Lettre à Théo est disponible dans la collection Folio Plus classique, dans des tas d'autres éditions, mais en tout cas chez Gallimard pour moins de 5 €. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico 145, rue Amelot dans le 11e arrondissement, et je vous rappelle le numéro de téléphone 01 48 05 34 08. La librairie Publico, qui est une œuvre de la Fédération anarchiste et où vous pouvez trouver, en plus des livres militants, d'autres livres qui ne le sont pas, mais qui sont intéressants, ainsi que des CD, ainsi que des fanzines et des magazines qui tournent toujours autour un peu de cette idée d'une société moins enfermée, moins barbelée que celle dans laquelle nous vivons. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous un musicien, ce qui est assez rare dans cette émission, bien que notre camarade de la régie, Jean-Christophe, en soit un, et un bon, qu'on aime. Ce matin, donc, c'est Valérian des Vendeurs d'Enclume, dont on a écouté tout à l'heure une des chansons de l'album qui viennent de sortir. Je ne sais pas si on appelle ça un album. Si, c'est un album. Bon, parce que je suis pas toujours, je répète un peu que je suis pas tout à fait spécialiste de ces choses de musique. Donc on a la chance de recevoir Valérian, qui a commencé un petit peu à nous défricher cet espace que tout le monde maîtrise pas parfaitement, en évoquant pour nous les conditions faites aux groupes qui se produisent, qui rentrent pas toujours dans leurs frais, qui travaillent à perte, ce qui est le cas de beaucoup d'artistes aujourd'hui, qu'ils soient musiciens, littérateurs ou plasticiens. Et c'est de ça qu'on aimerait débattre un peu avec lui, savoir en dehors de la création, en dehors de ce côté un peu planant, qui est l'eau de tous les vrais artistes, et c'est pour ça peut-être qu'on fait ces métiers, par ailleurs difficiles matériellement. Savoir donc quelles conditions
il rencontre dans sa vie professionnelle, bonne, mauvaise, leurs espoirs, leurs faillites, enfin un petit peu tout ce qui fait la vie d'un artiste, et qu'on aime bien défricher pour des auditeurs qui sont pas tout à fait au fait de ces choses-là et qui ont souvent malheureusement dans la tête artiste égale branleur, artiste égale rêveur, artiste c'est chier, ça sert à rien, qu'à nous pomper du fric et nous polluer les oreilles ou les yeux. Pourvu que ça dure. Alors ça, par contre, s'il y a bien une chose qui est vraie dans la phrase, c'est que l'artiste ne sert à rien et c'est pour ça qu'il est indispensable. Absolument. Oui, tout à fait. Mais ça, on est tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut pas en convaincre les auditeurs, mais au moins essayer de leur donner des arguments pour qu'ils puissent faire ce chemin, quoi. C'est sûr. Je voudrais pas être trop trivial, mais il arrive que des municipalités vous prennent au forfait. Au forfait, c'est-à-dire si je me rappelle bien de ce que tu as dit tout à l'heure, il y a des municipalités qui pourraient vous faire venir, par exemple, au théâtre municipal pour, disons, 1500 à 2000 euros. Ah oui, non, ça, oui, ça arrive fréquemment. C'est pas un prix très élevé, honnêtement. Non, il arrive même que ce soit plus cher. Mais non, justement, les municipalités, c'est les dates justement sur lesquelles on arrive à se rattraper un peu parce que c'est ceux qui peuvent mettre le prix que ça coûte. Non, mais après voilà, moi je veux tout à fait débattre de tout ça, il y a pas de problème, mais je veux pas non plus la jouer Cosette. J'ai choisi mon métier en toute connaissance de cause. On prend beaucoup de plaisir à faire les 4 concerts qu'on va faire là. D'ailleurs, il faudrait pas non plus s'imaginer que le théâtre qui nous reçoit abuse de quoi que ce soit, parce que le deal est très honnête dans ce qu'ils nous proposent. Eux, ils ont autant de mal que nous à vivre de ça, quoi. Bien sûr, ouais. Donc non, après faut dissocier, parce que dans une carrière comme ça, il y a des concerts tous les concerts c'est pour faire de la musique et pour rencontrer le public, mais après il y a des concerts qui payent et qui vont nous permettre de bouffer, et puis il y a les concerts dits de développement. Donc c'est surtout propre à Paris d'ailleurs, c'est Paris, il faut y jouer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de professionnels et puis une vraie émulation culturelle. Après, Paris, par définition, ça ne paye pas. C'est comme ça. C'est assez paradoxal, d'ailleurs. C'est assez paradoxal, mais parce que ça doit venir sans doute de la multitude, justement. Il y a tellement de choix, tellement d'artistes qui ont envie et besoin de se produire, que quand vous dites à un lieu « je coûte tant », que le lieu vous dit hors de question. Dès que tu essayes de négocier, le mec te dit « mais attends, moi j'ai aucun problème, il y a derrière toi il y a un autre artiste qui joue gratuitement, donc si t'es pas content avec les 100 euros que je te file, tu vas voir ailleurs, quoi. Encore que, et heureusement, il y a encore de l'espoir, il y a des lieux à Paris qui sont vraiment intègres et honnêtes et qui offrent des conditions très très respectables. Le théâtre de la Reine Blanche, par exemple, on partage la billetterie de manière très très équitable. Je pense à un autre lieu qu'on aime beaucoup, dans lequel on joue souvent, que vous devez sûrement connaître, qui s'appelle la Péniche, elle à la Maine. Ouais. Donc on est assez amis avec Geneviève et on joue souvent chez elle. Elle aussi nous offre des conditions vraiment très très honnêtes. On arrive pas sur un concert, mais en faisant 2-3 concerts d'affilée à payer les musiciens et tout ça. Donc pour Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, nous, on n'est pas parisiens, on habite à Orléans, donc on est des provinciaux. Des bouseux, là. Et plutôt fiers de l'être, en plus. Enfin, pas spécialement fiers mais on n'est pas honteux, en tout cas. Et puis, le gros avantage, c'est que, par contre, en province, les bouseux, ils respectent la culture et ils la payent. Ouais. Non, mais je relève dans ce que tu disais là, des lieux qui disent écoute Pépère, si t'es pas heureux du cachet misérable qu'on t'offre, il y a la queue derrière. Ça veut dire donc qu'ils choisissent pas en fonction de la qualité du groupe, mais en fonction de la thune qu'ils ne leur verseront pas, quoi. Bien sûr. C'est ça qui est, je trouve, assez pitoyable, quoi. Oui. Ou alors ils choisissent soit effectivement en fonction de ce qui leur coûtera le moins cher, soit en fonction du public que potentiellement l'artiste peut ramener. Mais en tout cas, ce qui est déjà un peu mieux, mais c'est quand même pas encore ce qu'on pourrait rêver, c'est-à-dire en fonction de la sensibilité culturelle du programmateur, de la sensibilité artistique, d'un véritable coup de cœur. Ça existe encore, hein.
Il y a des gens qui programment parce qu'ils aiment la musique. Heureusement, sinon on jouerait pas. Et c'est exactement la même chose dans les arts plastiques. Si tu veux, maintenant il y a des galeries ou des marchands, etc., qui n'ont rien à battre de la qualité du travail, mais qui ont plutôt qui voient si c'est dans un courant qui peut être vendeur, qui va être voilà, combien tu pèses, quoi. Ouais, combien tu pèses, c'est tout. Le reste, ils n'ont aucune. Et ça, c'est dramatique parce que ça peut pas. Enfin, l'émergence de vrais talents est beaucoup plus problématique, quoi, hasardeuse et c'est pas. Enfin, c'est même quasiment par définition, on sera en mesure d'imaginer que l'artiste avec un grand A, celui qui, enfin, tu vois, tu lisais des lettres de Van Gogh, celui qui a effectivement quelque chose à apporter à son époque, c'est justement celui qui n'est pas dans son époque et qui n'est pas dans le courant qui marche actuellement. Absolument. Or, par définition, puisque l'art est un commerce, on ne programme que ce qui marche au présent. Donc, a priori, plus tu cherches à faire des choses nouvelles et personnelles, et plus t'es sûr de jamais faire d'argent. Eh ben, tu vas en faire, n'est-ce pas, Christophe? Encore ce que je veux dire, toujours un morceau de cet album. Mais maximaliste cette fois-ci, si c'était possible. Quoique le minimaliste était quand même assez maximaliste. Enfin bon. Alors, vous imaginez la suite. Je vais vous mettre Je suis. Très bien. Je suis. C'est pour moi que je suis. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Pas mal, hein, au XXIe siècle, le siècle des Bouygues et des Microsoft, c'est pas mal quand même. On n'a pas besoin d'eux pour pouvoir
vous passez des chansons de cette qualité. Les vendeurs d'enclume. Tu peux répéter le titre, Jean-Christophe? De la chanson, c'est Ouais. Je suis. De l'album, c'est Bonheur d'occasion. Bonheur d'occasion. Un Et du album théâtre, c'est La Reine Blanche. Oui, un album qui comporte combien de titres? 10. 10 titres. Pour le prix de... Alors ça, je saurais pas vous le dire parce que je comprends pas bien le principe, mais selon les magasins, il est pas au même prix. Ah bon, ça va de Il doit y quoi? avoir un prix fixe du distributeur et puis après Ouais. chaque magasin prend sa marge. Ça va de 12 à 15 euros à peu près. Ok. Bon, pour 10 titres, hein, ça le fait. Qu'est-ce que je 12 veux dire? euros, c'est peut-être pour les habitants du 18e, non? Ou les... Les chômeurs, les plus de précaires, 60 ans, les moins de 18 ans. Donc je vous rappelle que notre invité ce matin est Valérian du groupe Les Vendeurs d'Enclume, un groupe que Jean-Christophe connaît bien, c'est lui qui nous a permis de les rencontrer ce matin, enfin leur porte-parole ou leur représentant est Valérian, qui est guitariste parolier, si j'ai tout compris. Bon, guitariste, c'est vite dit. Hein. Je joue pas de guitare sur scène, heureusement. Parce Non. que, Non, mais il y a ça un t'aide guitariste pour, ça. ça t'aide pour écrire tes Oui, textes. je compose à la guitare, mais je laisse la guitare à ceux qui savent en jouer quand on monte sur scène. D'accord. Ouais, enfin, c'est ce que disent beaucoup de bons joueurs. Je joue comme une savate, mais bon, enfin, moi je pourrais le dire, mais je suis un peu douteux quand un musicien me dit ça. Bien, Jean, tu vas maintenant nous causer dans le poste Oui, d'un si j'avais, artiste majeur qui a Ouais. été pendant longtemps considéré comme un artiste mineur, Absolument. un artiste de calendrier postal. Exactement. Hein. Je vais vous raconter aujourd'hui des histoires d'artistes qui ont beaucoup influencé Van Gogh. Aujourd'hui, je vais commencer par Des Glaneuses, qui date de 1857 par Jean-François Millet. Millet, c'est 1814-1875. Alors, il est moins connu que l'Angélus. Je pense qu'il a fait nettement moins de calendrier ou de couvercle de boîte de chocolat. Pour moi, c'est supérieur. Hein. Des Glaneuses, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je passe l'image à notre invité surprise. Jean-François Millet naît donc en 1814 à Gruchy, près de Gréville, dans la Manche, dans une famille paysanne. C'est important quand même de le préciser. Il Surtout étudie... quand notre musicien vient de la campagne. Il étudie d'abord le dessin à Cherbourg, avant de décrocher une bourse en 1837 pour suivre les cours des Beaux-Arts de Paris. Il entre dans l'atelier de Delaroche, un pompier des familles, mais fréquente surtout les salles du Louvre où il copie Poussin et Rembrandt des heures durant. Sa peinture est pourtant lourde et laborieuse et son premier envoi au salon de 1840, je crois, passe complètement inaperçu. Il doit pour vivre brosser des scènes de genre dans le goût du XVIIIe siècle. En 1844, enfin, l'un de ses pastels, La leçon d'équitation, attire l'attention de quelques critiques, mais il lui faudra attendre 1848 et Le Vanneur pour connaître enfin un début de considération. Il faut dire que le tableau représente un véritable tournant dans son art. Millet s'installe à Barbizon, non loin de Théodore Rousseau. S'il ne peindra jamais sur le motif, hein, contrairement aux autres artistes de la forêt de Fontainebleau, leur proximité ainsi que la campagne environnante modifient totalement son inspiration. Ces toiles revêtent aussi ce caractère visionnaire qui les sauve d'un réalisme trop étroit. Mais la robustesse de son art, qui témoigne avec une certaine éloquence quand même, hein, de la misère de son époque, n'a pas que des admirateurs. En 1857, Des Glaneuses provoquent des commentaires assez surprenants. Au Figaro, qui vante ces trois glaneuses derrière lesquelles se silhouettent dans l'horizon plombé les pics des émeutes populaires et les échafauds de 1793, Baudelaire répond en reprochant à Millet l'abrutissement sombre et fatal de ses héros. Sa fâcheuse tendance aussi au sacerdoce, ça c'est un petit peu vrai, hein, et il ajoute d'un trait fatal, le style lui porte malheur. L'Angélus finit pourtant par consacrer enfin la célébrité de celui que Delaroche appelait le Jupiter en sabot. Mais Millet connaît le véritable succès si tardivement que Corot, après sa mort, devra allouer une pension à sa veuve. Même si une certaine emphase alourdit à jamais ses figures, Millet a réussi à suggérer l'irrémédiable fusion entre le paysan, son outil et son cadre de vie. Longtemps décrié, son œuvre a retrouvé aujourd'hui une place qui justifie amplement l'admiration que Van Gogh ne cessa de lui vouer. « Je le répète », écrivait-il à son frère Théo, « Millet est le père Millet, c'est-à-dire le conseiller, le guide des jeunes peintres en toutes choses. La plupart de ceux que je connais, mais je n'en connais pas beaucoup, devraient lui rendre grâce pour cela.
en ce qui me concerne, je pense comme lui, et je crois ce qu'il dit une fois pour toutes. Alors, il existe de multiples versions dessinées ou peintes des glaneuses, qui exigèrent de Millet 10 ans de recherche quand même. Oui. La toile que je vais mettre sur le blog de l'émission et que notre invité est en train de regarder est visible au Louvre et vaut la visite à elle seule. Un minuscule détail la sauve de toute intention misérabiliste. À droite, au fond, dans la lumière rasante du soleil couchant, et un peu dans la poudreuse, comme ça, un régisseur à cheval surveille le travail des glaneuses et veille manifestement à ce qu'elles respectent les règles exténuantes liées à leur activité. Se baisser, ramasser, se relever, et ainsi de suite pendant des heures. Il est l'émanation des propriétaires du domaine, rappelant la distance sociale qui fait de ces femmes les représentantes, non pas d'une paysannerie pauvre, mais d'un prolétariat rural. Voilà. Jean-François Millet, un peintre plus révolutionnaire qu'il n'y paraît. Alors, Robert me signale que des glaneuses sont au musée d'Orsay, mais je rappelle qu'il y en a plusieurs versions. Ouais. Ah bon? Mais j'irai vérifier quand même, elle a pu aussi être... Il y en a tout un tas d'études, je ne sais plus combien en tout, il y en a plusieurs dizaines, notamment dessinées. Mais parce que je crois qu'ils ont déménagé toutes cette période-là à Orsay. T'as Van Gogh, t'as Millet, t'as tous ces gens-là, Corot, etc., qui sont à Orsay. Mais il y en a peut-être aussi au Louvre, c'est possible. Mais la dernière fois que j'y suis allé, j'ai bien vu les glaneuses. Et, mais il a été déplacé à Orsay, ce qui prouve que j'ai pas mis les pieds depuis un moment. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. C'est que j'adore ce tableau. Ah oui, moi aussi, je l'ai redécouvert et je dois dire que parce que je vais à Orsay pour voir des coraux. Et dans la même galerie, il y a des Millet que oui, vraiment. Tu pourras penser en plus maintenant avec émotion que Corot a versé une pension à la veuve de Millet. Mais je pense il a fait la même chose pour Daumier aussi, qui était mis à la rue par son propriétaire alors qu'il était vieux et sans ressources, et que Corot lui a carrément acheté une maison dans laquelle il a pu finir tranquille ses jours. Daumier qui était aussi un inspirateur de Van Gogh, comme Corot d'ailleurs. Il l'appelait pas le père Corot, mais... Et Daubigny aussi, parmi les peintres de l'école de Fontainebleau, de ce qu'on a appelé l'école de Fontainebleau, les peintres de Barbizon, il y avait Daubigny. Et d'ailleurs, à Barbizon, il y a l'atelier de Millet qu'on peut visiter, qui est assez craquant, c'est avec des fenêtres, qui n'a pas bougé depuis, je suppose qu'il n'a pas bougé depuis l'époque de Millet, il faut toujours se méfier, parce que les hauts lieux de tourisme comme ça, c'est toujours un petit peu fabriqué. Enfin bon. Moi, ça me fait toujours rêver quand je vais à Barbizon, mais j'y vais toujours le jour où le musée est fermé. Et pas loin de Barbizon, vous avez aussi Milly-la-Forêt. Ah ouais. Avec l'espace Paul Bedu, dans lequel vous pouvez admirer le coucher de soleil sur l'Adriatique de l'âne peintre Boronali, dont j'avais parlé dans une émission précédente. Et Moret-sur-Loing. Moret-sur-Loing, ouais, c'est le triangle d'or de l'impressionnisme. Ouais. Pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Moret, c'est peut-être le village qui a le moins bougé. Tout ça est pas très loin d'Orléans. C'est entre les deux. Avant de reprendre, après la pause musicale, Langue avec le camarade Valérian, est-ce que tu peux nous passer un troisième titre, s'il te plaît, Jean-Christophe? Oui, c'est le titre qui s'appelle Candide. Voilà, merci. Je vous laisse à vos oreilles. C'est vrai qu'on a beau faire, c'est vrai qu'on a beaucoup d'amour à se défaire, c'est vrai qu'on a bouffé les prunelles amères que des larmes de pied ont roulé sur nos pieds, qu'on s'est armé de fer pour le prochain été. Et c'est dommage, je sais. À trop apprendre, on devient vieux, on devient raisonnable, on se fait une gloire d'être invulnérable, on oublie la chaleur
mais s'en aller le cœur puceau, prendre des coups de débutant, la garde basse et le front haut, la noblesse des perdants, refaire 100 fois les mêmes erreurs. Dans tous les murs foncer tête première, pour armure n'avoir que sa candeur, comme pouvoir de laisser faire, de laisser faire, de laisser faire. C'est vrai qu'on a beau fuir, c'est vrai qu'on a beau taire des plus beaux souvenirs, on garde un goût de terre. C'est vrai qu'on a juré qu'on nous y prendrait plus et qu'on a bien voulu nos destins contrôlés, que l'on porte faux but, nos petits cœurs d'acier et c'est malin, c'est vrai. Faut voir comme on est peinard dans nos tours solitaires et comme on a la classe du haut de nos enfers. On oublie la chaleur de la flamme, les heures de solitude. On oublie la chaleur d'une femme, la morsure des succules. S'en aller le cœur puceau, prendre des coups de débutant, la garde basse et le front haut, la noblesse des perdants, et refaire 100 fois les mêmes erreurs. Dans tous les murs foncer tête première, pour armure n'avoir que sa candeur, comme pouvoir que de laisser faire, de laisser faire, que de laisser faire. Radio Libertaire, c'est toujours nous au micro, à Racaille la 28e, avec comme invité ce matin Valérian, qui représente son groupe, les Vendeurs d'Enclume. Nous venons d'entendre le 3e titre qui déménage musicalement plus que les autres, qui était dans un registre un peu moins, comment on peut dire, intimiste. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Un peu moins intimiste. Un peu moins intimiste que oui, les autres. c'est sûr. Voilà. Mais aussi intéressant que les autres. Jean, on te laisse pour l'instant dans l'expectative. Tu peux. Pour causer avec Valérian, pour essayer de lui extirper encore quelques infos sur son métier de merde. Donc, tu peux parler, je sais quel métier tu fais. Donc Valérian, voilà, vous en êtes là, vous allez faire un concert, vous en faites d'autres. Qu'est-ce qui se passe entre les concerts? Vous essayez de joindre les deux. Tout à l'heure, tu nous as dit que t'étais quand même pas, fallait pas se la jouer Cosette. Non, c'est vrai, il faut pas se la jouer Cosette. Quoi qu'il y ait des artistes qui pourraient se la jouer Cosette. Parce que autant qu'on fréquente ce milieu depuis aussi longtemps, on sait qu'il y a des situations qui sont parfois assez tragiques pour les artistes. Est-ce que dans votre profession, chez les intermittents, il y a des choses qui sont en place hors les institutions pour essayer d'aider des camarades qui sont plombés, genre, tu sais, les caisses de secours qu'il y avait au 19e siècle? Non, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas ça. Il y a le statut, l'annexe 8 et 10 du statut de chômeur, en fait, qu'on appelle donc intermittent. Non, c'est à peu près tout. Après, ce qui peut-être nous aide et nous permet de faire ce métier, c'est tout le milieu associatif, voilà, qui propose un travail
bien souvent dignes d'un travail de professionnel, à des prix beaucoup plus adaptés à nos moyens. Donc, tu veux dire les maisons de la culture, Je pense plutôt aux petites assos. Nous, on a commencé où notre manager, celui qui nous trouve les dates, celui qui fait la promo, tout ça. C'était pas des gens avec pignon sur rue qui nous auraient coûté la peau du cul. C'est des petites assos montées comme ça par des jeunes de notre ville qui sont en développement autant que nous. Donc ça permet de se développer ensemble et de pas attendre la bénédiction des grands pontes qui ont pignon sur rue pour faire notre métier, quoi, pour pouvoir sortir des disques quand même, pour pouvoir trouver des dates, avoir une structure légale, mais faite par des gens à notre échelle, quoi. Ces petits assos qui trouvent de la thune, des subventions pour vous payer. Ouais, parfois ils trouvent de la thune, mais surtout juste c'est une force de travail. Ils nous offrent leur travail. À des prix qui sont, parce que par exemple on a bossé longtemps avec une asso là qui elle touchait une subvention de la ville pour salarier une personne. Donc partant de là, la personne avait un salaire assuré et donc pouvait nous offrir ses services sans compter vraiment sur nous pour bouffer. Donc parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de la payer suffisamment pour bouffer. Donc là du coup c'est vrai que c'est de ce genre d'aide dont les jeunes artistes peuvent bénéficier, quoi. D'accord. Puis après nous au sein du groupe on a fait un choix aussi dès le début, c'est que on est tous professionnels du spectacle, parce qu'on fait pas que de la musique non plus, je fais du théâtre aussi. D'accord. Mais on a très vite décidé qu'on ferait pas que ce groupe. Parce que déjà c'est pas lucratif, donc ça nous permet de manger ailleurs, et puis surtout parce que ça nous enrichit énormément. Chaque musicien du groupe joue dans au moins 2 ou 3 formations autres que le groupe. Alors il y en a qui sont dans des groupes de jazz, des formations de jazz. Il y en a un qui est ingénieur du son en plus de musicien. Moi je partage ma carrière entre musique et théâtre. Je joue souvent pour des pièces de théâtre aussi. Ce qui nous permet de pas être dépendant de ce groupe et de pouvoir justement faire du développement, jouer parce que le lieu est intéressant ou parce que la date nous sera bénéfique et non pas uniquement pour bouffer. Et puis surtout, ça nous permet que quand on se retrouve en répète, on ramène avec nous tout ce qu'on a appris ailleurs. Tous les musiciens ramènent un travail, par exemple dans le jazz, qu'ils n'auraient pas pu faire de façon aussi pointue au sein du groupe, et dont le groupe profite. Moi, j'apprends des choses sur les scènes de théâtre qui me sont très utiles pour l'interprétation sur scène. Et donc voilà, donc on a vraiment fait ce choix de ne pas appartenir à 100% à ce projet, même si c'est notre projet principal, prioritaire, et qu'on met vraiment toute notre énergie là-dedans. On a tous gardé plusieurs disciplines et plusieurs cordes à nos arcs. D'accord. Bien, pour tout ça, pour que vous puissiez imaginer la vie d'un créateur, d'un intermittent, ce qui est Valérian, ou des intermittents, qui sont pas des fonctionnaires de leur musique ou de leur, enfin bref, qui sont capables de se bouger, d'aller du théâtre à la musique, d'aller du jazz à quelque chose de différent, point de vue musical, enfin voilà, des gens qui bougent. Et ça, c'est assez contemporain, et en même temps, ça rejoint aussi une forme de vie artistique qui existe, je pense, depuis le Quattrocento, où déjà les gens comme Michel-Ange, Vinci, etc., étaient sculpteurs, étaient peintres, étaient poètes, étaient littérateurs, étaient architectes, etc. Là, on retrouve un petit peu cette filiation chez des gens comme Valérian et ses amis. Et je viens d'être comparé à Michel-Ange, en fait, c'est ça? Non, la manière. Non. Pourquoi pas, après tout? Tu sais, Ça fait un drôle d'effet que la première fois. Hein. Ouais, j'ai pas perdu ma journée, moi. Hein. Non, mais vous êtes dans le même trip vous êtes
d'emplois multiples et variés. Vous n'êtes pas, des espèces de momies là, figées dans votre sarcophage musical. Vous allez ailleurs, vous bougez, vous vous enrichissez. C'est ça qu'il faut imaginer pour tous ceux qui ont des emplois de bureau avec des manches de lustrine et des calottes, que dans la création, maintenant, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, c'est se bouger le cul, c'est pas de rester justement le prose sur sa chaise en train de se regarder le nombril, quoi. Voilà. Bien, on reprendra cet entretien après la pause musicale et après que Jean nous ait causé de son troisième sujet. Oui, qu'est-ce donc? Peut-être on pourrait le comparer à Rubens, si c'est pas mal. Pourquoi pas? Hormis les noms célèbres, etc., ça recouvre des réalités qui sont partagées par tous les créateurs. Voilà, complètement. Encore un grand inspirateur de Van Gogh. Je vais vous parler aujourd'hui de La Petite Police. Ça, c'est un tableau qui date de 1630 par Pierre-Paul Rubens. Rubens, c'est 1577-1640. On peut dire que Rubens a réalisé pour le nu féminin ce que Michel-Ange avait réalisé pour le nu masculin. On préfère les nus féminins, nous, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Il fut le peintre de la joie de vivre, et nul mieux que lui ne sut rendre l'aspect nacré de la chair, sa souplesse, sa lumière intérieure. En 1609, Rubens épouse Isabelle Brandt. Un double portrait en pied célèbre leur mariage. Sous la lumière adoucie que filtre une tonnelle de chèvrefeuille, Rubens se penche tendrement vers sa femme en lui prenant la main. Les deux jeunes mariés, en position surélevée, sont de face. Rubens est vêtu d'un pourpoint doré et de bas de soie orange. Isabelle d'un haut chapeau blanc à ruban, d'une fraise lumineuse et d'une robe brune à galons dorés qui se déploie sur le sol en larges volutes chamarrées. Leur visage détendu reflète le bonheur. Cette union, cette fusion devrait-on plutôt dire, durera 16 ans. Elle sera brisée par la mort d'Isabelle en 1626. Elle permet de distinguer dans la vie et l'œuvre de Rubens une première période qui couvre ses années de mariage avec Isabelle, pendant lesquelles il s'affirme comme l'un des plus grands peintres de la chrétienté, dans un style toujours plus libre, plus expressif, sa palette s'enrichissant peu à peu des tonalités les plus chaudes, inspirées de la tradition flamande. Les déesses de l'Antiquité ou les héroïnes de la Bible inspirent à Rubens des nus magnifiques qui révèlent son tempérament ardent et sensuel. La toilette de Vénus, tu vois de quel tableau il s'agit, ouais, surprend une jeune femme nue, blanche, blonde et potelée, incarnation vivante de la beauté flamande, dans l'intimité de sa séance de coiffure. Suzanne, surprise par les vieillards, un autre tableau qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais adolescent. Ah oui, pour les ados, là, c'est boutonneux. Oui, il n'y avait pas de site porno à cette époque-là, non. Offre de la femme la même image charnelle, sensuelle et désirable. La mort d'Isabelle marque un tournant dans la vie et l'art de Rubens. Elle inaugure la seconde période qui va se caractériser par une recherche lyrique, un art plus suggestif que pathétique, plus fantaisiste et plus rêveur aussi, plus mélancolique. 4 ans après la mort d'Isabelle, Rubens épouse Hélène Fourment, sa nièce, une plantureuse jeune femme âgée de 17 ans, un peu jeune, mais enfin bon, qui est, selon l'archiduc Ferdinand, la plus belle de toutes les femmes d'Anvers. Elle va lui donner 5 enfants et lui inspirer nombre de portraits grâce auxquels il nous fait partager le charme indéniable de sa femme, dont La Petite Police, c'est le tableau que je suis en train de passer et que je mettrai sur le site, qui fut le tableau que Rubens préférait entre tous, puisqu'il refusa toujours de s'en dessaisir. Dans des tonalités dignes de Titien, elle y apparaît toute nue, les cheveux bouclés, les seins dressés, se cachant aux 2/3 dans un manteau de fourrure noire beaucoup trop large pour elle, sans que l'expression mutine du visage de la belle permette de deviner si c'est par crainte du froid ou par désir de plaire que la belle Hélène pose ainsi devant son époux amoureux. On sent dans ce tableau l'émerveillement et l'émotion du peintre, tout l'amour qu'il a pour sa jeune épouse. C'est tout simplement le plus joli monument élevé par la peinture au bonheur conjugal. Voilà. Alors le tableau est visible, c'est un petit peu loin, au excusez-moi pour la prononciation, au Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Mais je vais en mettre, bien sûr, comme je l'ai dit, une reproduction sur le blog de l'émission, dont je vous rappelle l'adresse, http:// c'est un peu barbare, hein, c'est slash là, mais arracaille.blogspot.com. Ça nous familiarise avec le germain. Mais je trouve, hormis le fait que je suis un idolâtre de cette peinture, elle me semble un peu quand même disproportionnée, anatomiquement causant. Je sais pas, c'est la première fois d'ailleurs que je le remarque, c'est peut-être parce que tout est en longueur, mais il me semble qu'elle a des jambes d'une longueur assez extraordinaire. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non. Tu vois la main qui doit être à peu près... le pubis qui doit à peu près être là. Sous la main, oui. Ouais. Non. Oh, écoute, on va dire que les canons de la beauté ont changé. Je continue de penser que... Non, mais moi je préfère, je voudrais bien que voir de ces canons. Continue de penser que cette jeune femme devait être dans la réalité absolument irrésistible. Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Bien, est-ce qu'on peut... Ceci dit, elle est grassouillette, hein, je préviens quand même les auditeurs. Non, mais elle est grassouillette raisonnablement. Elle n'est pas obèse. Parce que les yeux brillent dans le studio, c'est formidable. Tu peux nous passer un 4e titre des vendeurs d'enclumes, s'il te plaît, Jean-Christophe? Moi, je voulais demander à Val. Oui. Bah, j'en sais rien, fais-toi plaisir. Ah oui? Alors, j'en sais rien. J'allais te demander laquelle tu voulais et nous en parler, mais l'héroïne. Ok, ça va hein, oui, bah ça va bien avec le tableau en plus. Bah voilà. Donc l'héroïne. Non, mais Jean-Christophe fait toujours des liaisons comme ça, intéressantes. Audacieuse. Oh oui, c'est quoi? C'est un audacieux. Oh. Nouvelle s'invente des ailes et nous voilà renaître, reprendre le maquis et changer nos tant pis contre un seul peut-être, et sentir qu'on se ment mais s'en foutre gaiement pourvu qu'on ait l'ivresse, confondre cœur et cul, revoir la tendresse à tous les coins de rue. Tout habillé d'envie, j'allais passer ma nuit dans les yeux d'une blonde qui ne promettait rien qu'une chute de rein sur quelques fesses rondes. Ce qui certes bien peu, mais par amour du feu, on accepte la cendre. On laisse le matin venir et nous reprendre ses promesses des mains. D'elle, sinon qu'elle était belle comme une étoile filante qui ne peut que filer. On doit laisser passer les fameuses passantes, mais là puisque ça guise, la cordège les prise. Comment prend l'héroïne en sachant t'es perdu? Ce genre d'épine ne se retire plus, ne se retire plus.
Et le matin, sonnant ses trompettes cruelles, m'arrache le présent que la nuit m'avait fait. Je ramasse sagement au milieu des dentelles mon cœur, mes vêtements et m'en vais. Radio Libertaire, mais oui, cet éclat de rire vite stoppé par le clignotant rouge du studio, parce que mes camarades de tablée en échangeaient une bien bonne. Bon, alors donc Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. La 28e d'Art Racaille avec comme invité Valérian du groupe Les Vendeurs d'Enclumes, dont vous venez d'entendre le 4e titre. Pas mal. J'espère qu'on pourra en passer encore un ou deux avant la fin de l'émission. On ne pourra pas passer les 10, hélas, mais on pourra, si jamais on peut chourer l'album à J'en sais rien, ou si J'en sais rien le paume pas, en repasser dans les émissions qui suivront. 12 € pour les plus de 60 ans. Hein, j'ai deux petites annonces à faire. Avant les annonces de gens qui sont alors là, faut voir ça, c'est du plus prestigieuses que les miennes. Ses lunettes avec un câble qui passe à travers ses lunettes. Oui, non, amis auditeurs, vous ratez le meilleur. Alors, l'association pour l'estampe et l'art populaire, qui est 43 bis rue des Cascades, dans le 20e à Paris, métro Jourdain. Je peux vous donner le site www.estampe-artpopulaire en un seul mot.com. Il y a une expo de Olivier Leclerc qui s'appelle Bonhomme Leclerc et ses chemins, sont des linos. C'est du 11 septembre au 20 septembre. Et même si j'ai pas encore vu l'expo, mais j'en ai vu d'autres dans ce lieu, je peux vous assurer que c'est jamais anodin. Il y a toujours des choses intéressantes qui se passent rue des Cascades, et si vous avez le courage des bons mollets et un sens de l'orientation performant, bah vous pouvez y aller le plus tôt possible, c'est-à-dire dans pas longtemps, le 11 septembre. Le vernissage est le 12 septembre à 18h. Les vernissages aussi, il y a de quoi boire, il y a de quoi grignoter. Mais surtout de se gaver la tête avec des œuvres qui sont toujours de bonne qualité. Deuxième annonce basique, c'est ni le musée du Louvre, ni un quelconque espace de ce prestige. Chloé, nous n'en dirons pas plus, une ancienne invitée, enfin une ancienne, qui est passée dans ce studio il y a quelques mois pour nous parler d'elle et du graphe et d'autres choses, expose à l'espace Montgalais, 4 passages Stainville, dans le 12e, métro Montgalais. Elle expose du 1er septembre, donc il y a déjà quelques jours, au 25 septembre, il y a encore quelques jours. Le vernissage est le 22 septembre à 19h30. Le titre de l'expo, Papangus et Maracatus. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça vient du Brésil, où elle a passé un mois et où elle a fait un certain nombre de crobars, des petites aquarelles sympas. Ouais, ça pétille, ça la ramène pas trop, mais c'est très sensible. Pour ceux qui aiment pas forcément les grandes tartines, là, et c'est du minimalisme, mais pour moi, assez sensible et assez intéressant à voir, à découvrir. En tout cas, c'est une jeune artiste. Bon, il vaut mieux les découvrir jeunes que les découvrir vieux cons, parce que l'art est peut-être arrivé à un point de non-retour, mais le bonhomme aussi, ou la bonne femme, et c'est pas toujours très agréable comme fréquentation. Bon, Valérian, avant de passer la parole à notre camarade Jean qui piaffe d'impatience à côté, pas tout à fait encore en matière de conclusion, mais qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ce qu'on t'a déjà extirpé comme info sur ton métier? Que j'en changerais pour rien au monde. Et pourquoi ça donc? Eh ben parce que c'est un beau métier. C'est un beau métier, et que à l'heure où des gens se lèvent et prennent leur voiture pour aller s'asseoir derrière un bureau, moi je me lève et je prends ma voiture pour aller ressentir des émotions devant des gens qui parfois les partagent avec moi, et c'est carrément jouissif. Mais même physiquement,
ça a quelques similitudes avec l'orgasme. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Oui, les orgasmes que nous avons ressentis ou devant la police de Rubens. Enfin, c'était pas encore l'orgasme, parce que je savais pas ce que c'était, donc vous pouvez pas y donner de vraiment. Ouais, ça. Ouais, bon, bah écoute, on est content du voyage, parce que ça se voit que t'écris des textes, parce que tu sais aussi t'exprimer sur ton métier. Merci. C'est-à-dire que là, la barre du verbe a été placée assez haute dans cette émission, donc j'essaye de suivre. Bah nous aussi on essaye de te suivre. Et donc, alors arrêtons tout. Alors mettons-nous un pareil normal, quoi, parce que là c'est comme cause d'un bizarre. Non, mais écoute, moi je suis pas du tout gêné que les propos soient pas trop terre à terre, soient pas trop ordinaires, quoi. Au contraire, on est là pour partager des textes, partager des émotions et Jean-Christophe me fait des signes désespérés pour dire que je crache trop dans le micro. Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre? Bah écoute, il est bientôt le quart. Jean, il pourra se rattraper après. Absolument. Et on finira aussi après d'exécuter Valérian. Donc tu nous mets un 5e titre. Parce que bon, moi j'aimerais bien qu'on en parle. Moi j'hésitais entre la paresse. Et en fait, je vais mettre l'homme à femme. Je crois que ça nous correspond un peu mieux que la paresse. Ça marche. En tout cas, c'est plus optimiste, quoi. D'accord. Voilà, l'homme à femme. Merci. Tous les jours, il suivait le bout de son mégot, l'œil et le cœur aux aguets, l'appendice au fourreau. Il avait des victimes dans toute la cité. Il était leur intime, elles étaient ses trophées. Sous ses 400 coups et 400 conquêtes cachait le dégoût qu'il avait de son être. Sa vie était une chasse, safari perpétuel, sans jamais qu'il se lasse, il traquait la femelle. Il haïssait les femmes autant qu'il en avait, mais redorait son âme à leur faste reflet. Il était satellite, un caillou sans éclat, un couteau, une bite et beaucoup d'apparat. Tout le jour, il suivait le bout de son égo, guettant chaque reflet de sa précieuse peau. Aux beaux yeux pleins de phare, n'ayant Dieu que pour lui, il voyait des miroirs et en souhaitait le bris, méprisant ses promises pour la simple raison qu'elles aient eu la bêtise des pareils coups. Ainsi passait sa vie, sous le joug de son vie, sans jamais qu'on le vît, mû d'amour ou d'envie. Mais un jour, une proie qu'il avait consommée, au matin s'en alla, laissant sur l'oreiller un vulgaire petit mot en lettres manuscrites, le laissant tout penaud, son couteau et sa bite. Casanova, Casinovis, Quasimodo, à gueule d'Adonis, infâme homme à femme affamée, de fleurs et de flammes affanées, avide de dames autant que vide d'âme à l'infâme homme à femme. Tout le jour il suivit le bout de sa Margot, celle qui enfin brisait son cœur des bourreaux. Il adorait déjà cette femme de goût qui ne succombait pas à ses charmes dessous, persuadé cependant qu'en lui avouant sa flamme, tout naturellement il en ferait sa femme. À la fin de l'histoire,
et s'en va plein d'espoir lui demander sa main. Mais comble de l'horreur, la fille lui dit non, et le bourreau des cœurs, en perdant la raison dans le corps de la petite, tour à tour le salaud plonge alors sa bite suivie de son couteau. Casanova, Casinovis, Quasimodo, à gueule d'Adonis, infâme homme affame, affamé, de fleurs et de flammes affanées, avide de dames autant que vide d'âme à l'infâme. Homme affamé. Radio Libertaire, et cette fois-ci, vous allez voir, ça va être limpide. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Raquel la 28e, avec comme invité. Ah, presque, dommage. Presque. Et Valérian, en plus, est théâtreux, alors je ne lui dis pas l'examen de passage. Et c'est l'invité. Merci Valérian. Du groupe Les Vendeurs d'Enclume. Déjà, le titre, il fallait le faire, hein, mais un titre sans contenu, tandis que là, il y a aussi le contenu, donc on est complètement terrassé. Jean, tu nous contes ton histoire, et puis après, on dira au revoir à Valérian avec quelques mots où il va nous faire une conclusion, je suppose, d'un niveau aussi haut. Un petit dernier sur la route de Van Gogh, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. La fiancée juive, parce que là on peut pas préciser, je vous expliquerai pourquoi, entre 1664 et 1668 par Rembrandt. Rembrandt, c'est 1606-1669. En 1885, Van Gogh se rend au Rijksmuseum. Comment tu prononces ça, toi, Robert? Moi, je prononce pas. D'Amsterdam, hein, c'est un des plus beaux musées du monde, hein, ça, bon, où il découvre pour la première fois la fiancée juive de Rembrandt. Il écrit à son frère Théo: les syndics des drapiers est un tableau parfait, c'est le plus beau Rembrandt. Mais la fiancée juive, quel tableau intime, infiniment sympathique, peint d'une main de feu. Vois-tu Rembrandt? Dans les syndics, est fidèle à la nature, bien que là aussi, et d'ailleurs toujours, il reste noble, d'une très grande noblesse, d'une élévation infinie. Toutefois, Rembrandt était encore capable d'autre chose, quand il n'éprouvait pas le besoin d'être littéralement fidèle à la nature, comme il se doit dans le portrait, quand il pouvait opérer dans le plan poétique, être poète, c'est-à-dire être créateur. Et c'est ce qu'il est dans la fiancée juive. Rembrandt s'installe à Amsterdam en 1631, après la mort de son père. Son nouvel atelier est à l'entrée du quartier juif. Il y observe en voisin les personnages qu'il recherche pour évoquer le monde pittoresque et coloré de l'Ancien Testament. C'est peu après qu'il rencontre Saskia, qu'il épousera en 1634. Ils déménageront en 1639, mais Rembrandt n'oubliera jamais le quartier juif. On ne connaît pas la date précise de ses dernières œuvres, toutes empreintes d'une lourde texture de rouge et d'or. La couche de peinture qui recouvre la surface de ces toiles devient si épaisse que Houbraken écrira qu'on pourrait soulever un portrait par le nez. Les personnages sont toujours montrés de face, presque transparents, traités en large glacis d'une matière qui semble se dissoudre dans l'obscurité. Leurs yeux enfoncés dans l'épaisseur de la pâte picturale semblent moins vivants que leurs mains, qui se cherchent, se touchent, se croisent, à la recherche de cette chaleur qui manque aux vieillards, lorsque le froid engourdit leurs mains. Et pourtant, il émane de la fiancée juive un mystère entier. Faisant sa demande, le fiancé pose sa main droite sur le cœur de la jeune fille, pendant que sa main gauche est accrochée tendrement à son cou. Sa main gauche à elle est dirigée vers sa main droite à lui, et nul ne peut dire si elle accepte la demande ou si elle la refuse. Mais leurs deux visages tranquilles semblent indiquer que l'amour et la paix règnent entre eux. Rembrandt occupe une place unique dans l'histoire de la peinture. Son œuvre universelle nous fascine comme le fruit longuement mûri d'une exceptionnelle recherche intérieure. Nul n'est allé aussi loin dans l'investigation des âmes, et c'est pourquoi, le combat qui oppose dans son œuvre l'ombre à la lumière est devenu le symbole même de la destinée humaine. Là aussi, je mettrai évidemment le tableau sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. Merci Jean. Merci pour cette balade dans les œuvres que tu nous as présentées. Et qui on sent moins con à chaque fois à la fin d'une émission, parce que bon, voilà.
Valérian, on arrive malheureusement à la fin de l'entretien. C'est dommage parce que quand ça se passe bien, on aimerait que ça dure. Est-ce que tu peux nous sortir une conclusion à tout ça, si une conclusion c'est le terme qu'il faut employer ou... Oh non, on va pas conclure parce que ça ne fait que commencer. Ouais. Je vais introduire la soirée de ce soir, rappeler un petit peu les informations de base. Ouais. Messieurs, mesdames, venez ce soir au Théâtre de la Reine Blanche, au 2 bis, passage Ruelle dans le 18e, métro La Chapelle, pour écouter le deuxième concert des Vendeurs d'Enclume, deuxième d'une série de 4 qui se termine jeudi. On aura une première partie, on a des premières parties tous les soirs elles sont différentes. Ce soir c'est Frédéric Fromet qui va faire la première partie, et nous assurerons la suite de la soirée. Voilà, le concert d'hier s'est magnifiquement bien passé, donc c'est plutôt bon présage pour la suite. Donc à tous les malheureux qui n'auront pas pu assister au concert d'hier, rattrapez-vous en venant ce soir au Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e. Et les malheureux qui ne pourront pas s'y rendre ce soir pourront s'y rendre demain soir. Et les malheureux qui ne sont pas disponibles demain pourront s'y rendre après-demain soir. C'est ça ? Exactement. Mais alors tout le monde, alors sortez. Voilà, on peut pas vous prendre par la main pour vous y emmener, c'est dommage, mais j'espère que cette émission, enfin cette rencontre avec Valérian et avec sa musique, vous boostera un peu, vous mettra, comme on dit, un doigt dans le prose, et vous pourrez vous y transporter allègrement. Maintenant, j'ai encore une annonce à faire, la dernière, je vous rassure. Enfin, si je peux l'avoir, c'est autre chose. Voilà, le 5e salon du livre anarchiste de Merlieu dans l'Aisne. Vous savez où se trouve l'Aisne? C'est un peu dans le nord, quoi, pas loin de Paris, quand même. Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009. Alors, avant de poursuivre cette annonce, non, elle n'est pas bidon complètement, elle est même très très sérieuse. Je dois vous signaler que notre camarade J'en sais rien et son groupe engagé, enfin c'est ce qui est marqué sur la feuille de chou que je suis en train de lire, se produira le dimanche 27 septembre de 12h30 à 13h, mais comme ils ont une tendance à traîner un petit peu quand ils sont en vedette, ça sera à 13h, ça sera à 13h30, ça sera à 14h, on ne sait pas. Mais en tout cas, rien que pour eux, ça vaut le déplacement. Il y aura aussi, je crois, Ciné, qui a fait l'affiche de ce festival, qui sera là pour débattre. Il avait été question que Val vienne aussi, donc ça risque de pas être triste s'ils se rendent dans le chou tous les deux. Voilà, autrement il y aura plein de bouquins, plein d'éditeurs, plein d'auteurs, mais et la remise du prix, attendez que je vous dise, le prix spécial Ni Dieu ni Maître 2009 qui sera remis à Hamid Zanaz pour son ouvrage L'impasse islamique, la religion contre la vie, préfacé par le philosophe Michel Onfray, apparaître aux éditions Libertaires en septembre prochain. Pourquoi je fais Michel Onfray, le philosophe incontournable de l'anarchie contemporaine, bien qu'il n'en ait rien à battre. Il y en a encore qui y croient, mais bon. Il conchit la FA tant qu'il peut, mais bon, voilà. Ça, personne n'est vraiment au courant, mais pour ceux qui sont au courant, c'est un petit peu dur à avaler. Et là, je vais me faire des potes. Bien, Jean, tu as des expos, je crois. Oui, je précise quand même que vous nous entendez rire, Valérian et moi parfois, c'est parce que quand Robert met à la fois le casque et les lunettes, on a l'impression qu'il est sous perfusion. Salaud. Ça nous fait rire comme ça. Remarque, si c'est seulement quand je mets le casque et les lunettes, ça va. C'est seulement quand tu mets à la fois le casque et les lunettes. D'accord. 2 expos à ne pas manquer. Affiche psychédélique américaine, ça c'est pour les nostalgiques des années 60-70. Glazart, chez Glazart, 7-15 avenue de la Porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, c'est jusqu'au 4 octobre. À l'occasion des 40 ans de Woodstock, de belle mémoire, 40 posters en édition originale, mais aussi des magazines d'époque pour renifler un peu de la contre-culture et peut-être davantage de l'esthétique aussi hippie du San Francisco cher aux Flower People des années 60. Et puis Augusti Santel, là c'est nettement plus sérieux,
à l'hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement de Paris. Il faut se manier, c'est jusqu'au 13 septembre. Ce photographe catalan fut l'un des grands témoins de la guerre d'Espagne. Militant antifranquiste, il fut interné durant 9 mois dans le camp de réfugiés de Bram, avant d'entreprendre après la guerre une carrière de photographe pour la publicité. Voilà, c'est tout son parcours. C'est assez fabuleux. Merci Jean. Pour finir de chez finir, on va finir. Encore une annonce, j'ai complètement zappé. C'est la nuit des mots qui commence à Merlieu le samedi dans la nuit et se termine à Paris le dimanche matin vers 5h du matin. Dans des textes d'auteurs, d'auditeurs, il y a le pire et le moins bon. Qu'on lira dans ce studio pour Paris. Avec Jean sera avec moi, il y aura d'autres lecteurs, dont Alison, qui elle-même écrit des textes que je trouve personnellement remarquables. Elle est très jeune et elle écrit comme elle vit, comme elle respire, et c'est vachement rafraîchissant, mais en même temps ça peut être aussi des fois tragique. Voilà, mais on l'aime beaucoup, bref, je vais arrêter là parce que je vais encore me faire des potes, mais à force de me faire des potes, je ne sais plus où donner de la tête, où les mettre. Bien, je crois qu'on a fait le tour, Jean-Christophe, non? Oui, tu nous mets donc un dernier morceau des Vendeurs d'Enclume avant que le camarade de l'émission suivante se ramène. Salut tout le monde. Salut à tous. Voilà, moi je voulais juste rajouter que les Vendeurs d'Enclume sont sur MySpace aussi quand même. Ah oui. Et sur vendeursdenclume.com, le site officiel. Et puis encore mieux, où il y a toute l'actualité, toutes les prochaines dates. Mais on va le mettre sur le site, il est là-dessus je crois. Ouais. On va le mettre sur le site, aucun problème. C'est parfait. Et voilà. Et puis, vous voulez faire un bisou à Vincent et Héloïse, puisque normalement, il y a au moins eux qui nous écoutent. Fidèle au poste. Et puis, peut-être que je m'avance, mais il y aura sûrement moyen, mais c'est vraiment à négocier, mais alors je m'avance vraiment. Normalement, peut-être d'avoir aussi un tarif réduit pour les auditeurs de Radio Libertaire. Ouais, ça doit être négociable, ça. Voilà. De toute façon, les auditeurs de Radio Libertaire sont chômeurs ou intermittents, non? Voilà. Pour une grande partie, oui, mais ne complexez pas si vous avez du travail. On pourra faire quelque chose pour vous aussi, je pense. Voilà. D'accord. Donc on va se laisser avec la paresse. Avec consistance, on peut plus l'arrêter. Hein oui, des fois ça me prend. La paresse, voilà. C'est pour contredire la chanson, pour ne pas me sentir aussi paresseux qu'à chaque fois que je l'entends. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.